Salut à tous, bonne année 2019, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de sujets d'actualité, animaux, écologie, un coup de gueule, j'ai pris des notes. Le point numéro 3, voilà, ouais, il y a aussi un coup de gueule. On va parler des espèces d'animaux qui sont en voie d'extinction. Voie d'extinction. Si j'ai un peu la voix, je suis un peu malade, désolé, je suis un peu enrhumé. Mais voilà, on va parler des animaux. J'ai noté deux, trois trucs. J'aimerais aussi pousser un petit coup de gueule aussi, mais bon, ça c'est un avis général. Voilà. Et voilà, juste faire le point. Donc, j'ai noté ici un, 2, 3, 4. 4 que je vais développer, 5, 6. Et un point numéro 7, c'est par rapport à nous, humains directement, je m'inclus tout, je m'inclus dedans. Ça veut dire notre façon de consommer, notre façon de vivre, sans se préoccuper de l'écosystème, de la nature, de l'écologie, des animaux et de l'humanité. Donc c'est-à-dire qu'en fait on vit de façon égoïste, de façon générale, en quotidienne. Hein. Peut-être qu'il y en a, c'est indirect ou directement, on ne se rend pas compte des fois que on vit, mais à notre échelle à nous. On se lève le matin, vous allez travailler, vous consommez, vous regardez pas qu'est-ce qu'on mange, nanana, les répercussions que ça a sur le monde. Bon, après, c'est un mode de vie, hein, comme on dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est accéléré, tout est fait que pour qu'on se préoccupe le moins possible de ce qu'on mange, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on jette comme déchets. Alors que c'est aujourd'hui qu'on devrait prendre conscience que d'ici 5 ans, 10 ans, nous aurons un flux migratoire de réfugiés climatiques. Donc ça va concerner peut-être 100 millions. J'ai vu quelques estimations, c'est entre 100 et 300 millions de personnes. Les continents qui seront le plus touchés, bon, bah, ce sera certains pays dans le continent asiatique, certaines îles, dues à la montée des eaux, le réchauffement climatique, l'air qu'on respire, le CO2. Donc ça va impacter l'Afrique, l'Amérique centrale, un moindre mal l'Amérique du Sud. Entre 100 et 300 millions de personnes qui vont migrer vers d'autres pays. Ça sera un coût forcément. Il faudra les loger ces personnes. À un moment donné, c'est prendre conscience. Voilà. Donc ça c'était aussi, c'était pas parmi les sujets que je voulais traiter, mais c'était aussi un point important. 2025. Maintenant j'ai vu qu'on a poussé à 2030 l'échéance. Mais en fait le problème il va arriver d'ici une décennie. Ouais. 2019, on y est dedans voilà. D'ici 5 ans, 10 ans, les premières conséquences. Il y avait un rapport qui disait que, je crois que c'était début 2018, si on changeait notre consommation maintenant, on pourrait encore changer les choses. Mais il disait que comment ça s'appelle il y avait le seuil à pas dépasser, je crois que c'était 1,5 degré. À 1 degré déjà, c'est le seuil limite. Et à 1,5, on dérègle tout le système. Donc la nature fait qu'aujourd'hui, tout se dérègle. Donc à 1,5, on va subir les conséquences. Donc c'est un constat, un état des lieux qui mériterait d'être posé comme question. Et nous, êtres humains, qu'avons-nous à faire de toutes ces statistiques? La plupart s'en foutent. Disons les choses. Hein. La plupart des gens s'en foutent. Mais peut-être que leurs enfants payeront les conséquences de notre mode de vie. Voilà. Ça, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire où nous en sommes. Quoi. À un moment donné, c'est bien de poser les choses, de se dire ben, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, c'est des choses que nous lisons, il y a l'actualité, il y a des émissions qui sont pour, mais à un moment donné, on doit prendre conscience qu'il y a un réel danger. Mais après, chacun a son mode de vie, chacun fait comme il veut, mais tôt ou tard, nous subirons des conséquences. C'est triste à le dire, mais c'est comme ça. Donc, premier point que je voulais vous parler. Alors, en regardant les animaux, qu'est-ce qui se passait? J'ai été surpris et même incroyablement. En 2016, j'avais vu une statistique, c'était le puma. Donc, le puma, il y a le puma qui est aux États, comment ça s'appelle? En Amérique latine, en Amérique centrale, le puma des États-Unis. Et j'ai vu que le puma, la sous-espèce du puma, le cougar, puma cougar, donc il est un peu beige, il ressemble un peu, il a une couleur un peu châtain. Donc apparemment, aux États-Unis, je ne savais pas,
J'ai lu qu'aujourd'hui, c'est un animal qui est en voie d'extinction. Donc ça veut dire que ça datait de janvier 2018. Donc ça fait plus d'un an. Il en reste quelques-uns, mais les Américains, ils ont fait un constat, c'est que c'est un animal qui a été en voie d'extinction. Il était en voie d'extinction, mais il a disparu complètement. Le puma. Alors que c'est un animal, il y a des sous-catégories du puma. Il y en a, ils vivent beaucoup en Amérique latine, j'ai regardé. Au sud aussi, je ne savais pas. J'ai fait quelques recherches. Mais le puma des États-Unis, qui se trouve à l'est, a complètement disparu. Ça a alerté. J'ai regardé qui avait traité ce sujet. Parce que toujours, quand il y a quelque chose d'aussi grave qui peut nous impacter, j'ai fait quelques recherches. Et il y a peut-être eu un article, je crois que c'était, j'ai plus le nom en terme, il y a 2 articles qui ont traité le sujet, mais c'est passé inaperçu. Alors qu'en Amérique, il y a des grands médias, trucs, qui devraient alerter l'opinion publique, non. Donc le puma des États-Unis a disparu complètement. Puma de l'Est. Puma cougar, exactement. Parce qu'il y a le puma noir, après il y a d'autres pumas, il y a d'autres catégories de pumas qui vivent aussi en Amérique latine, comme je vous ai dit, Amérique du Sud, centrale, et un peu plus vers l'Amazonie, dans des trucs tropicaux. Après, son habitat, il est plus ou moins varié. Dans des forêts denses, après j'avais vu aussi, dans des endroits un peu plus où il y a comment on dit ça, températures tropicales. Mais en tout cas, que le fait qu'ils disparaissent, je crois que j'avais lu un article comme quoi il y avait un homme qui faisait une balade aussi, une randonnée, et il a eu à faire face à un puma, mais c'était un puma d'une autre espèce, de 30-35 kilos, et c'est un colosse, hein, comme animal. Donc, en faisant quelques recherches, je regardais, et puis je voulais traiter aussi un autre sujet, et j'ai vu que cet animal-là, maintenant, a carrément disparu. Donc le puma cougar, j'ai fait quelques recherches sur le net, c'est un animal qui est magnifique. Et dire qu'il n'est plus là déjà. Donc voilà déjà les conséquences de notre mode de vie, de notre façon de vivre, qui impactent directement les animaux, ou des fois ça peut même être l'écologie. Mais ça nous le subirons, hein, tôt ou tard. Donc il y avait ce sujet-là, le puma que je voulais traiter. Et deuxième point que je voulais parler dans la vidéo, le tigre. Alors là, j'avais des données, j'avais des statistiques qui dataient de 2016-2017. Et en faisant quelques recherches, le tigre, alors là, avant on disait oui, mais c'est indirectement ou directement l'humain. Le tigre, depuis un siècle, moins d'un siècle même, ils disent moins d'un siècle, on est passé de 100 000 animaux à moins de 3 000, en moins d'un siècle. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette date-là et maintenant? Bon, après vous allez me dire, il y a l'industrialisation, il y a le monde capitaliste, notre façon de vivre, la technologie. Oui, ça évolue, oui. Mais tout mettre là-dessus comme faute, non. Il y a nous aussi, nous humains. Parce qu'en faisant les recherches, j'ai regardé, son espace d'habitat, le tigre, il a été réduit de 95%. Donc pour les Français, c'est 90% de son territoire a été impacté. Mais pas impacté parce que la nature fait que les choses, c'est que nous, en fait, après ça dépend dans quelle partie du monde, mais ils ont été beaucoup impactés, surtout dans la vie. Vers l'Inde, j'ai fait aussi quelques jours, j'ai regardé, vers la Chine. Le problème, c'est que vous avez par exemple une forêt qui est gigantesque, une réserve naturelle. Avant, on préservait ces forêts ou leur habitat naturel. Le problème, c'est que parmi ces routes, on va dire, pour que l'humanité puisse avoir des accès plus rapides, la route, les maritimes, on a créé des routes parmi les forêts ou des tunnels, peu importe. Le problème, c'est que c'est des animaux qui se déplacent beaucoup. En fait, qu'est-ce que j'ai regardé? Principalement, si leur état a été menacé, c'est que on a créé beaucoup de routes, des axes routiers. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, bétonné. Il y a des villes, j'avais vu que, par exemple, s'il y avait entre 20 000 et 25 000 tigres dans certaines régions du monde, on les a divisés par 4 parce que les gens sont venus s'installer, on a construit des barres d'immeubles, enfin, vous connaissez la suite. Ça, je déplore pas ça, je déplore juste que tout bétonné tout autour, ça veut dire que le peu de parcs, les peu de forêts qui restent, il y a certaines forêts qui sont qu'on garde parce que c'est espace naturel, mais aujourd'hui on bétonne tout. Et surtout les pays qui sont en voie de développement. Le problème c'est que la population mondiale augmente. Je veux bien qu'il y ait des demandes d'habitation, truc, ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'on fasse les choses équitablement. Pourquoi dans une ville, par exemple, vous avez 25 millions d'habitants? Pourquoi on ne pourrait pas diviser aux alentours, même si c'est question d'économie ou parfois pour se loger? Et en plus, quand vous logez tout le monde sur le même endroit,
C'est là où il y a l'explosion. Après, comme on dit, oui, la crise immobilière. On devrait plutôt, au lieu de tout bétonner à la rapide ou bien tout faire des gratte-ciel, truc, on devrait en fait voir notre façon de vivre. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez un pays, vous avez la capitale économique. Tout le monde se réfugie là-bas. On devrait diviser les populations. Il y a des sous-villes, comme on dit. Par exemple, si une ville elle a 25 millions d'habitants, on devrait diviser par deux, même si ça reste un boulot gigantesque, je te comprends. Mais pourquoi tout rassembler tout le monde sur la même ville? Et déjà, il faut penser à la pollution. Quand vous avez une mégapole, hein, c'est le terme quand ce sont des villes gigantesques. Pourquoi on met 25 millions d'habitants dans une ville? Je pense déjà à l'air qu'on respire. Je me dis, la consommation d'électricité dans la ville. Bon, vous me direz, dans tout le pays, on consomme, de toute façon, c'est clair. Mais je pense que intelligemment, on devrait déjà réduire le nombre d'habitants dans une grande ville. Quand vous voyez que des fois, des villes sont énormément, comment vous dire, il y a déjà, voilà, des dizaines, voire même des fois 30 millions, 40 millions dans certaines capitales, j'ai vu, c'est incroyable. Et vous voyez, dans des petites provinces, trucs, vous avez peut-être 500 000, 1 million. On devrait développer plus. On développe toujours une partie et on laisse le reste. C'est comme ça qu'il y a aussi des inégalités qui se créent. Donc ça, c'est une solution aussi. Mais pour en revenir au tigre, directement, si aujourd'hui on a moins de 3000 tigres dans le monde, c'est que nous, humains, on a bousillé leur habitat, on a coupé des forêts, on a bétonné, comme je vous ai dit précédemment là. Le problème, c'est que ouais, les statistiques, ça me fait quand même quelque chose. On est passé de 100 000 tigres à moins de 3000 en moins de 100 ans. Moins d'un siècle, ouais, exactement. Donc, qu'est-ce qui laisse présager? Allez, ça fait un siècle maintenant. Donc, je pousse la date. D'ici 20 ans, qu'est-ce qui va rester? Va-t-on perdre le tigre comme animal? C'est-à-dire que les futures générations verront plus que les photos, verront plus l'animal. C'est des questions qu'on doit se poser. Et quelles seront les conséquences? Parce que les gens ils disent ouais, c'est un animal qui a été en voie d'extinction, c'est comme ça, et puis ouais. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, ça c'est aussi, j'aurais dû la mettre dans la parenthèse. Vous avez l'humanité, vous avez les animaux et vous avez tout ce qui englobe la nature, l'écologie, les fonds marins, l'eau, l'air que vous respirez. Après, vous avez les matières premières. Ces trois choses qui sont indissociables, si l'un des trois, comme je dis, les chaînes des maillots, si par exemple aujourd'hui l'humanité manque, ça va impacter les deux autres et vice-versa. Si aujourd'hui les animaux ou certaines espèces animaux venaient à disparaître, il ne resterait plus que les humains et la nature. Donc automatiquement, vous devez savoir que les trois sont liés. Il y a des insectes qui font le boulot très très bien. Il y a des animaux. La nature, elle est tellement bien faite qu'il y a des animaux. Par exemple, je pense que quand vous êtes dans des forêts, ici, quand ils consomment certaines plantes ou le fait qu'ils fassent un travail naturel, ça aide la nature. C'est comme pour la pousse des arbres, des trucs. Il y a besoin de certains insectes à certains milieux. On apprend qu'aujourd'hui, plusieurs dizaines d'insectes ou des espèces d'insectes venaient à disparaître. Les guêpes, les abeilles, vous avez tous vu ou lu que d'ici quelques années, s'ils venaient à disparaître, l'humanité n'a plus qu'entre 3 ans et 5 ans d'existence. On a toutes ces informations, mais les gens, non. Personne ne se pose la question de se dire, là, on doit faire un effort. On doit veiller. Vous avez des forêts, des fois, quand je vais dans certaines forêts ou dans certains parcs, c'est des lieux qu'on devrait tenir propres. Il y a des déchets par terre, il y a des choses. On va dire que, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, on avait conscience que les choses, on devait bien les faire. Mais aujourd'hui, il y a un peu de laisser aller. Est-ce que c'est un avis général? Ça dépend d'autres pays. Par exemple, il faudrait voir dans les pays voisins, en France, en Belgique, en Italie, dans les pays scandinaves, comment ça se passe. Je sais que dans les pays scandinaves, ils font énormément d'efforts. Je crois que c'était en Norvège ou en Suède, même si ça n'a rien à voir avec le sujet que je traitais, les tigres. S'ils coupent un arbre, ils replantent 2 arbres derrière. Je crois que j'avais vu. C'était avant-hier ça. Donc il y a des choses qu'on pourrait faire. Et quand vous allez dans des centres-villes aussi, on a tendance aussi, vous savez, quand ils font des travaux, des trames de ligne, ou quand ils rénovent plein de quartiers, on a tendance à enlever tous les vieux arbres ou tous les vieux arbres qui sont là depuis 50, 60 ans. Apparemment, il ne faut pas faire ça. Ils vous disent derrière, on va replanter, mais en général, ils ne replantent pas. On coupe les arbres, mais derrière, on ne replante pas. Ça, c'est pas bon, ça. En sachant que quand on respire l'air, c'est aussi grâce aux arbres, à la nature. C'est ce qui nous produit de l'oxygène, nous, directement, humains, qu'on puisse respirer. Mais bon, ça, c'est triste. C'est vrai que ça fait quand même mal au cœur, hein, de savoir qu'il y a des choses qu'on aurait pu éviter, mais qu'au final, on n'a rien fait pour. Ça fait mal au cœur. Je pense à l'Amazonie. J'ai plus les derniers chiffres, mais ceux de 2016, je crois que c'était, je sais plus, à l'heure,
au quotidien, combien de stades de foot en termes d'équivalent d'arbres on coupait? C'était gigantesque. J'ai plus les calculs exactement. Sachant que l'Amazonie, c'est le poumon de l'humanité. Bon. À vouloir tout déboiser, à vouloir tout terrasser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font comme projet là-bas, j'ai pas trop suivi. En sachant qu'aussi on a besoin aussi de couper des arbres, mais ça revient toujours à qu'est-ce qu'on en fait, comment on consomme. Je pense qu'on est dans une ère où maintenant on doit consommer intelligemment, consommer équitablement et avec modération les ressources qui nous restent. Si des gens pensent à travers le monde que la ressource elle est inépuisable, c'est une erreur. C'est une information erronée. Il y a des gens qui vous disent oui, mais de toute façon l'énergie, Dieu nous a donné, on a la terre. C'est vrai que la terre elle est magnifique. Nous avons des ressources magnifiques, qui est beau. Il n'y a pas à douter. Mais le problème c'est que à vouloir trop grappiller qu'est-ce qu'il y a et en regardant pas qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui va devenir pour le futur, nous avons presque fini toutes les ressources. Les ressources, les matières premières. Et ça, c'est dû à notre consommation, sans regarder. Aujourd'hui, à un moment donné, il faudra se poser la question de se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Ce ne sera pas agir, parce que je vais vous dire, vous aurez beau avoir des billets d'argent, des billets de banque, des actions, des placements financiers, si à un moment donné, il n'y a plus de quoi nourrir l'humanité ou quelque chose, on ne pourra plus rien acheter. C'est comme je dis, même un billet de 500 €, un billet de 200 €, s'il n'y a plus rien à manger, chose que les gens ils peuvent dire oui mais c'est utopique, ça c'est une façon de voir la vie, non, il ne faut pas se poser des questions, on n'a qu'à manger et puis on mange à notre faim. Certes, mais à un moment donné, quand nous aurons atteint le long retour, la limite, comme je dis, ils ont déjà donné, hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques, des gens qui étudient qu'est-ce qui se passe dans le monde, ils ont déjà alerté depuis 10 ans même, ça fait plus de 10 ans, une décennie. Sauf que maintenant les gens, entre guillemets, ils ont une petite conscience parce qu'ils voient qu'il y a des choses qui arrivent. Quand il y a des catastrophes, des tremblements de terre, les gens commencent à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être notre faute, c'est notre façon de consommer. Ils commencent à se réveiller, mais il y a encore du boulot. Mais pour en revenir, si des experts prédisent que des choses inévitables vont arriver, et on ne prend pas conscience de ça, et on continue de vivre, entre guillemets, en mettant de côté les signalements des gens experts qui avaient prédit qu'est-ce qui allait arriver, bah continuons comme ça. Dans ce cas-là, tout ce qui arrivera, dérèglement température, nous avons des hivers qui sont lourds, l'hiver qui vient de passer. Ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai pas vu un hiver où il faisait 15 degrés en plein mois de décembre. Janvier, on a eu 13 degrés une fois. Avant la mi-janvier, entre le 6 et le 10, je me rappelle, on a eu 14, 17, un soleil comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on est au mois de mars, c'est plus logique. Mais il faut se poser des questions. La neige qui arrive pas, ça se réchauffe. En été, des fois, on a des températures fraîches. Il y a un dérèglement climatique. Les bonnes questions doivent être se poser, puis surtout trouver des solutions puis agir. Sinon, les conséquences seront sur notre génération, les futures générations. Et puis si on est encore vivant d'ici 20 ans, 30 ans, 15 ans, même pas besoin d'aller de 40 ans, d'ici 15 ans, si des jeunes ou des jeunes adultes poseront la question, qu'avez-vous fait pour qu'on puisse arriver là? Qu'allons-nous répondre? Franchement, c'est une question que je me pose et nous n'allons pas assumer. Vos petits-enfants, nos petits-neveux, nos familles, nos proches, nos amis, quand ils vont nous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez bousillé la terre? Vous avez des ressources naturelles, pourquoi avoir puisé tout dedans? Pourquoi avoir mis la terre, le monde dans cet état-là? Ce sera une question ou peut-être que quand il y aura des millions de morts, peut-être qu'ils réagiront. Après, je pointe aussi, je pointe pas que les citoyens, je pointe la politique, les gens responsables qui sont au gouvernement, les ministres de l'écologie qui devraient s'occuper, prendre des mesures pour réduire, pour qu'il y ait le moins d'impact sur l'écologie et la nature. Je vois que les mesures sont toujours obsolètes. Continuons de vivre dans notre mode technologie, capitalisme. Bon, c'est pas que dénoncer ça, mais à un moment donné, il faudra se poser les bonnes questions. Parce que extinction des animaux, dérèglement climatique, la montée des eaux, c'est... Ouais. Et le nombre de la population mondiale, ça on l'oublie, mais depuis pratiquement même, les chiffres sont stables. Chaque année, je vois les statistiques, le nombre de personnes qui vivent dans le monde, ça augmente. Le taux de natalité dans certains continents, par exemple en Europe, je sais que
on fait de moins en moins d'enfants, mais dans d'autres continents, les gens se peuplent. Donc la population mondiale ne fait que augmenter d'année en année, de décennie en décennie. Peut-être que même le prochain siècle, ça continuera. Mais en tout cas, il n'y a pas des chiffres qui montrent qu'aujourd'hui, déjà en termes de population, en termes de mode de consommation, on consomme toujours plus de ressources. Donc on a un mode de vie qui est sans limite pour le moment. On mange, nanana, nanana, on n'est pas raisonné. Et la population augmente. C'est-à-dire que déjà, il manque des matières premières. L'eau, si je ne vous dis pas de bêtises, l'eau c'était quotidiennement 900 millions de personnes à travers le monde. Sur presque 8 milliards, 900 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. C'est-à-dire ils ne peuvent pas se doucher, ils ne peuvent pas boire. Après vous connaissez des maladies qui arrivent, ou alors ils s'hydratent mais avec l'eau des rivières, l'eau sale. Et puis même s'ils veulent boire de l'eau dans ces pays sous-développés, pour pouvoir acheter une bouteille d'eau, l'eau coûte très cher. Parce qu'il n'y a pas le développement de l'eau. Donc il y a des pays qui se développent, il y a des puits, ils font des tuyaux, des canaux pour que les gens puissent venir se ressourcer. Mais il y a des continents, c'est encore lamentable. Hein. Je pense à l'Afrique, l'Asie, typiquement l'Asie plus, je crois que c'est l'Est ou Sud-Ouest, ouais. Il y a des pays encore, je pensais pas, mais l'eau c'est quelque chose d'essentiel. Normalement, l'humain a besoin de manger, a besoin de boire. Donc, ils n'ont même pas accès à l'eau potable. Ils n'ont même pas de quoi avoir la dignité humaine pour pouvoir se doucher, pour pouvoir prendre soin d'eux. Donc l'eau, c'est aussi quelque chose qui va manquer de plus en plus. Déjà qu'il se faisait rare, mais avec toutes les problématiques que nous avions eues, voilà, 900 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable quotidiennement. Je pense que le chiffre va atteindre 1 milliard, 1 milliard 200 millions, 1 milliard, même 1 milliard. Je dirais même plus 1 milliard d'humains qui n'auront pas accès, parce que ça va crescendo. Parce que les gens ils se déplacent. Parfois j'ai vu que dans certains villages, des gens, juste pour avoir l'équivalent de... En Europe, nous, quand vous prenez un bain, c'est entre 200 et 300 litres d'eau. Vous prenez une douche, c'est écologique, oui, c'est entre 60 et 80 litres. Donc juste pour avoir un seau d'eau entre 30 et 50 litres d'eau, une femme parcourait en moyenne, j'ai vu entre 15 et 30 km, juste pour avoir 50 litres d'eau. Ça, c'est juste pour pouvoir l'utiliser, pour faire manger. C'est même pas l'eau pour s'hydrater. Donc ça, c'est l'eau au quotidien, pour pouvoir faire à manger, laver le linge, prendre soin de la famille. Donc un bac d'eau, entre 30 et 50 litres d'eau, il faut parcourir entre 15 et 30 km. Et en Europe, une personne prend une douche et... Bon, après, vous me direz, c'est comme ça, mais on gaspille 70 litres d'eau. Donc, il y a des gens qui sont privilégiés et il y a des gens qui galèrent. Et les gens qui sont privilégiés, ils ne sont pas si nombreux que ça hein, dans le monde. 38% de gens ont accès à l'eau potable. C'est-à-dire tout. Hein. L'eau pour pouvoir se nourrir, boire, prendre la douche, nettoyer. Si vous avez un jardin, un truc... Donc, sur 100% de la population mondiale, il n'y a que 38% d'eau, c'est-à-dire une source. Si vous avez un appartement, une maison, vous avez un point d'eau. Donc statistiquement, 38% sur 8 milliards, c'est peu. En sachant que la population mondiale augmente, en sachant que l'économie se développe, et en sachant qu'il y a la mondialisation, les gens se déplacent de plus en plus. Donc si vous étiez dans un continent A, vous vous déplacez dans un continent B. Et une fois que vous avez fini ici, vous allez dans un continent C. On a de plus en plus de gens qui migrent. Donc, nous sommes dans une ère où il y a peut-être 30 ans, 50 ans, les familles ou les gens restaient sur un point 1. Et ils restaient peut-être longtemps. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens bougent par exemple, au boulot. Vous ne pouvez pas rester aujourd'hui 30 ans dans la même boîte. C'est quelque chose qui est comme ça. La mondialisation fait que les gens ils se déplacent d'un point 1 à un point B. Et du point B, après, ils vont au point C. Donc, il y a toujours une migration. L'immigration aujourd'hui bouge. C'est ce qui s'appelle la mondialisation. Le monde est ainsi, il faut s'adapter, c'est clair. Mais l'eau quand même, hein. Vous voyez les conséquences qu'on a dans notre mode de vie. Ça vient aussi directement de nous et de ne pas avoir pris conscience en amont. Si nous aurions pris quelques mesures, et je crois qu'il y avait aussi un rapport de l'ONU qui disait que 2025 ou 2030, il prévoyait il voulait que tout le monde ait accès à l'eau. Mais ce quota-là ne sera pas atteint parce qu'en fait, c'était 2025. Il voulait que l'eau soit universelle et que chaque être humain puisse avoir accès à l'eau dignement.
2025, c'est pas si longtemps que ça. Et ils ont repoussé la date à 2030. Mais en regardant la réalité, ils se sont rendus compte que c'est un chiffre qui ne peut pas être atteint. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de désordre, beaucoup de désorganisation. Et surtout, on ne fait pas les efforts. Donc, on est préoccupé par l'économie, mais une partie de la population mondiale n'arrive pas à se nourrir, n'arrive pas à s'hydrater, n'a pas accès aux médicaments, souffre de certaines maladies, on bousille la nature, donc ça fait quand même plusieurs problèmes à la fois. Et en plus, on doit répondre aux besoins des futures générations. Ça fait peur, hein. C'est alarmant hein, tout ceci. Mais ça fait partie de la réalité. Hein. Donc moi je me pose la question, c'est un constat que je me posais la question. On lit des articles, il y a des professionnels qui parlent, des experts, des scientifiques, des gens qui connaissent leur métier. Et quand il y a des rapports, c'est sur internet, vous pouvez vérifier, il y a des bouquins. À un moment donné, je pense que directement 50% des efforts qu'on pourrait faire, c'est notre consommation quotidienne. Prendre conscience de la réalité, du danger qui va nous guetter. C'est comme je vous ai dit, humanité, animaux, nature, écologie, l'air, les matières premières, tout ce que nous respirons, préservation des forêts, des parcs. Et un des trois maillons de la chaîne, si on en coupe juste un, dans les années qui précèdent ou de la décennie, je ne donne même pas 10 ans, automatiquement nous allons avoir des problèmes. Donc aujourd'hui, le plus qui en a souffert, c'est la nature en ce moment, les animaux aussi. L'humanité, ça va venir, même si on a déjà subi des montées des eaux, et il y a eu des catastrophes. Vous vous doutez bien que dans les 20 dernières années, on a eu des bouleversements, tremblements de terre, des écoulements de terrain, des montagnes, des glaciers qui sont en train de fondre, mais ça fait peur. Ça devrait être alarmant, non, on devrait prendre conscience. Des pays, des États, des continents devraient. On fait des réunions, mais on prend des mesures, mais j'ai l'impression que c'est plus de la parole que des actions. C'est dommage. Parce que finalement, quand il y aura peut-être un jour 20 millions de morts, peut-être que ce sera déjà trop tard, et puis peut-être derrière encore, il y aura d'autres catastrophes. Dans un autre pays, 15 millions de personnes vont mourir. Peut-être qu'ils réagiront à ce moment-là. Tout ce que nous pouvons faire à notre échelle, à notre humble niveau, comme je le dis souvent, on peut rien faire. Hein. On peut juste dresser un constat, constater les choses, on peut dénoncer les choses, on peut donner quelques idées, voire potentiellement qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, mais au-delà de ça, à part dresser des constats parfois positifs, plus en ce moment négatifs, nous ne pourrons rien faire. Donc les animaux, surtout, faudrait faire un effort. Les politiciens parlent plus de l'économie, certes, c'est aussi important. L'économie, le chômage, l'emploi, les retraités, les handicapés, je ne doute pas, mais c'est un sujet qu'on dénigre beaucoup. En tout cas, les politiciens, j'ai pas vu un signal fort. Peut-être il y a, comme je vous ai dit, les pays scandinaves, j'ai vu, je crois que c'était la Suède ou la Norvège. J'ai pas le pays en tête parce que je ne l'ai pas noté dans mes notes, si je ne vous dis pas de bêtises. Pour un arbre coupé, ils replantent derrière 2 arbres, je crois. Bon. C'est déjà le bon début. C'est déjà le début de quelque chose. Mais bon. Faudrait qu'on se pose plus de questions quand même. Donc ouais, je vous ai parlé de ce sujet, le puma, le tigre, on en a parlé, le tigre, ouais, qui est alarmant. De passer de 100 000 à moins de 3 000 tigres. Et si le tigre venait à ne plus être sur Terre, je ne connais pas directement qu'est-ce qui pourrait... Bon, je pense que ça reste un animal quand même essentiel, hein. Mais bon. Troisième point, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, la chasse. En ce moment-ci, j'avais déjà parlé dans les vidéos précédentes de la chasse. Après, on en parlait, il y a des gens qui sont là pour réguler la chasse. Et après, il y a la chasse. J'ai mis loisir ou hobby, ou des fois des traditions. Donc moi, je vais être clair. Pour moi, la chasse n'a pas lieu d'avoir. Surtout dans ces temps-là. Après, chacun donne son opinion. Chacun est pour et contre. Et à un moment donné, il faut se poser les questions. Donc, la chasse pour réguler, entre guillemets, la faune et la flore de certaines espèces, je le mets pour après. Je vais vous parler directement du sujet. La chasse, comme on la connaît. La chasse traditionnelle, et en France, j'ai vu des choses, des trucs cruels. On nous dit qu'il faut traiter l'animal, même. On est indigné de voir certains abattoirs, comment ils traitent les animaux, mais on laisse la chasse dire parce que dans certains, je dis pas toute la France, mais il y a certaines
certaines régions où c'est devenu une tradition, truc. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on est dans une ère où on est menacé directement. Je vais même pas. Je vais dire les choses clairement. On est menacé parce que on tue délibérément.